Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition des Carnets de campagne. Comme tous les dimanches, on se retrouve pendant une petite heure aux côtés de Geneviève Darrieussecq et d'un nouvel invité ce soir qui est Daniel D'Artigol, tête de liste en Charente-Maritime. Je me présente, je m'appelle Juliette Fricot, je suis une étudiante de Bordeaux mais je viens de Mont-de-Marsan et je suis aussi conseillère municipale à Talence. On a écouté tous vos retours et vos recommandations et on a décidé d'adapter le format de ce live. Ce soir, ça va être un live thématique avec pour thème l'emploi et la formation. Je vois qu'on est déjà 246 connectés ce soir. N'hésitez pas à interagir avec nous, à vous présenter. Je vois par exemple Vincent Corny, bonsoir Vincent. Dominique du 64, bonjour Dominique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant vous présenter nos candidats, qui sont Geneviève Darrieussecq, que vous connaissez, mais aussi Daniel D'Artigol. D'abord, pour commencer, comment allez-vous? Et Daniel, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Juliette, on va très bien. Bien sûr, notre rendez-vous du dimanche soir va devenir un rendez-vous vraiment régulier et je suis très très heureuse moi d'être là ce soir. Bien sûr que nous allons très bien, je suis très heureuse d'être avec Daniel. Daniel D'Artigol qui donc est tête de liste en Charente-Maritime. Et d'ailleurs, je vais laisser Daniel se présenter. Ce sera beaucoup plus simple. Merci Geneviève, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Daniel D'Artigol. Vous devez l'entendre à mon accent, je suis originaire du sud Gironde, voilà, exactement de Langon, un pays des Landes de Gascogne, et de François Mauriac. Alors, je suis issu de ce qu'on appelle communément la société civile, puisque je travaille depuis près de 30 ans dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle. Auprès des demandeurs d'emploi, auprès des salariés en transition professionnelle et auprès des élus. Et il y a 7 ans de ça, j'ai fait une rencontre qui m'a marqué avec une élue, Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan, et je me retrouve aujourd'hui près d'elle et je suis très content dans ce live. Daniel est formidable. Nous avons effectivement beaucoup travaillé ensemble quand j'étais maire de Mont-de-Marsan. Et très préoccupé, Daniel comme moi, de trouver des solutions pour l'emploi, des solutions pour ceux qui sont loin de l'emploi aussi, en insertion. Et voilà, nous avons bien travaillé ensemble et nous allons donc continuer de travailler ensemble, non seulement dans cette campagne électorale, mais après, à la région. Daniel est une valeur sûre. Merci Daniel. Donc avant d'enchaîner sur notre thématique, on va d'abord faire un petit retour sur les actualités de la semaine. Geneviève, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans la semaine? Est-ce que vous voulez revenir sur certains événements? Je vous laisse la parole. Juliette, bon, je pense déjà à la journée d'hier, le 8 mai. 8 mai, journée importante pour la France, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, dernier grand conflit mondial. Et voilà, nous avons commémoré cela, moi avec le président de la République à l'Arc de Triomphe, de façon sobre mais très émouvante, puisque ces cérémonies sont un petit peu différentes compte tenu du contexte sanitaire. Mais voilà, je crois qu'il faut marquer ces temps parce que ce sont des temps en fait de transmission de la mémoire, de transmission aussi de l'histoire de notre pays. Et il est important de savoir comment on s'est construit. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'Europe. 9 mai, juste deuxième date importante. Le jour de l'Europe, nous avons besoin d'Europe. L'Europe s'est construite après ce conflit, justement, grâce à des personnages exceptionnels qui avaient compris qu'il valait mieux s'unir et construire que détruire. Et nous avons besoin d'une Europe forte, je voudrais le redire ici ce soir. Nous avons besoin d'une Europe qui nous protège. L'Europe a montré ses capacités de mobilisation dans cette crise sanitaire, a montré aussi ses capacités de dynamique dans le plan de relance et les investissements qui vont être possibles dans chaque pays grâce à l'Europe. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe qui nous protège. Mais je voudrais dire aussi, profiter de ce moment pour dire que l'Europe est essentielle pour notre vie quotidienne et pour nos territoires. L'Europe, c'est du Fonds social européen pour la formation, pour le soutien aux plus fragiles. L'Europe, c'est
des fonds économiques que le FEDER pour les entreprises. L'Europe, c'est le soutien aux agriculteurs. L'Europe, c'est la mobilité, c'est les infrastructures, c'est le déploiement du numérique. Donc l'Europe nous aide dans toutes nos politiques quotidiennes. Donc je veux dire que je suis très fière d'être néo-aquitaine, bien sûr, d'être française et d'être européenne aujourd'hui. Et puis, troisième fait qui est un peu chaque semaine à son lot de malheur. Moi, je veux avoir une pensée pour cette femme qui a été sauvagement tuée à Mérignac, et ces féminicides sont consternants, bien sûr, sont horribles, et moi, en tant que femme, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à enfin, c'est inadmissible. C'est un sujet difficile à appréhender. C'est un sujet difficile à appréhender. Ce qui est certain, c'est que voilà, je crois qu'il faut que nous soyons de plus en plus proactifs pour lutter contre ces faits de violence, et que police et justice soient vraiment sur ce sujet-là attentifs, très attentifs à tout dépôt de plainte, et très attentifs aussi au suivi des personnes, parce que ces drames sont absolument catastrophiques. Ouais, comme vous l'avez dit, hein, en tant que femme, moi aussi ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet très sensible, mais on va revenir sur un thème plus politique. Bien sûr, cette semaine a été assez mouvementée, avec notamment un sondage qui est sorti sur la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous nous avez à nous dire dessus? Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on revienne à la vie locale. Bah, écoutez, ce sondage, moi, je trouvais que c'est un bon sondage, parce qu'il nous donne un socle important, de près de 20%. C'est un sondage qui nous place comme avec une base solide dans cette campagne. Bon, bien entendu, le score du Front National est un score qui est élevé, un peu comme la dernière fois, lors des dernières élections en 2015. Moi, je suis navrée que ce soit dans la ruralité que les votes soient les plus importants, parce que tout simplement, ces personnes surfent sur voilà, le mal-être des personnes, les fractures territoriales qui se sont développées. Et je veux simplement dire que ça me donne 10 fois plus d'énergie pour dire que c'est à nous de renverser la vapeur, et que bien sûr, il y a beaucoup de valeurs qu'il faut, enfin qui ne sont pas les miennes, bien entendu, du tout, mais que c'est à nous, sur le terrain, de faire en sorte que les citoyens ne se tournent pas vers ce parti qui n'a aucun avenir, à mon sens, pour eux, qui n'est pas un avenir pour eux, mais se tournent vers des personnes qui sont en capacité de pouvoir justement les aider en proximité dans leur vie du quotidien. Donc exactement vous, c'est pour ça que vous êtes en tête de liste. Mais aussi, ça a été une semaine politique mouvementée sur d'autres sujets, notamment dans la région PACA. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un parallèle avec la Nouvelle-Aquitaine? Qu'est-ce que vous avez à réagir? PACA et pas que. Oui, un peu dans toutes les régions. Écoutez, ça brasse beaucoup. Beaucoup d'agitation, beaucoup de prises de parole, souvent intempestives, à mon avis, à mon sens, qui me paraissent même hors de propos, dans des périodes de crise où nos concitoyens auraient besoin de calme, de modération, et surtout de voir que voilà, on peut s'unir aussi, et on peut parler ensemble, on peut s'unir pour essayer de tracer les voies du pays. Donc voilà, j'ai entendu des choses qui étaient très clivantes, beaucoup d'ostracisme, beaucoup de que des choses qui ne sont pas les miennes en définitive. Alors après, les positionnements politiques, ils sont ceux qu'ils sont. Je ne crois pas qu'on construit en divisant. Je crois vraiment qu'on construit en rassemblant, et c'est ce que moi, je vais m'efforcer de continuer de faire. Pour enchaîner sur une note plus positive, Édouard Philippe vous a témoigné son soutien dans la semaine. Il va d'ailleurs vous accompagner la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce soutien qui doit faire très plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Bon, j'ai eu l'honneur d'être secrétaire d'État dans son gouvernement pendant 3 ans. Bien sûr, j'apprécie beaucoup Édouard Philippe. J'apprécie beaucoup Jean Castex aussi, que nous avons comme ministre actuellement. Ce sont 2 hommes différents, mais qui ont tous les deux d'immenses qualités. Et je suis très heureuse de pouvoir voir Édouard Philippe demain. Et puis, nous aurons de bons échanges, j'espère. Et voilà, je suis heureuse qu'il me soutienne dans cette campagne. C'est un ami précieux. Ça se passera très bien, on n'en doute pas. Et pour achever cette rétrospective de la semaine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos visites, qui justement sont assez en lien avec notre thème du soir, qui est l'emploi? Eh bien,
mes visites, je vais me tourner vers Daniel quand même. J'ai commencé avec Daniel en Charente-Maritime, où nous avons fait de très bons passages autour de l'économie. D'abord en visitant une entreprise dynamique, innovante dans la robotique, Shark Robotique. Un exemple même des entreprises qu'il faut soutenir et dont il faut soutenir le développement, et un exemple même aussi des thèmes que nous voulons porter, nous, dans cette région, et notamment le thème de la robotique, parce que c'est un thème qui touche tous les domaines, que ce soit les domaines de la santé, les domaines de l'aide à la personne, mais aussi les domaines de l'industrie, les domaines de l'agriculture. Les thèmes sont très vastes. Et cette très belle entreprise, elle, conçoit des robots qui en fait remplacent l'homme dans des situations d'environnement très dangereux. Et par exemple, cette entreprise a construit les magnifiques robots, le magnifique robot qui a éteint l'incendie de Notre-Dame. Le Colossus. Oui, voilà. Et je n'ai pas la mémoire des noms. Bravo Daniel. Et beaucoup d'autres applications aussi. Donc, bon, très très belle entreprise. Et à Royan, nous avons le lendemain matin pris un petit déjeuner avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise dans le domaine de la santé, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'hôtellerie, dans des domaines très variés. Et tout ça m'a permis de faire un point avec eux sur d'abord le moral qu'ils avaient, le moral de leur entreprise et de leurs salariés surtout, et puis leurs projets, leurs difficultés. Et tout cela a été très intéressant. Il y a un point saillant quand même, ça fera peut-être une liaison avec le reste. C'est bien sûr qu'ils parlent tous de formation professionnelle, beaucoup parlent de difficultés de recruter des personnels qualifiés actuellement. Dans le domaine de la santé, on nous a parlé d'une très grande difficulté de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants, par exemple. Donc voilà, nous avons fait un point très intéressant en Charente-Maritime. Et je me suis rendue l'après-midi à Cestas, où j'ai visité un très beau hub industriel, technologique, et avec beaucoup et scientifique, avec beaucoup de recherches, de technologies innovantes, voilà. Donc très très enrichissant, ce qui nous montre plusieurs choses. D'abord, c'est que nous avons des chefs d'entreprise qui sont motivés, c'est que nous avons des pépites, et qu'il faut que nous accompagnions tout cela de façon dynamique. Ça donne de belles perspectives pour notre région. Très belle. Et merci beaucoup pour cette rétrospective. Avant d'enchaîner sur notre thématique, je voudrais remercier tous les internautes qui sont avec nous ce soir. Vous êtes déjà 613 de connectés. Je voudrais aussi faire un petit mot pour ceux qui sont live sur Facebook, Twitter et LinkedIn. N'hésitez pas à poster vos commentaires, on les transmettra bien évidemment. Et donc je vais commencer, vu qu'on a évoqué le développement économique à travers vos visites, par une première question. Lorsque vous serez, si vous l'êtes, présidente de région, quelle première chose voulez-vous mettre en place pour la Nouvelle-Aquitaine? Je le saurai. Mettre en place, on a une urgence là, c'est le plan de relance. On peut tourner les choses dans tous les sens. C'est le plan de relance, c'est le mettre en œuvre de façon dynamique et effective, parce que le plan de relance doit se dérouler sur 2 ans, 3 ans maximum, pour impulser une dynamique importante. Bien sûr, il y a des secteurs très touchés. Le tourisme, tous les secteurs commerçants, et donc le secteur culturel aussi, bien sûr. Et donc avoir une vraie attention pour tous ces secteurs et les aider, vraiment les aider à pouvoir redémarrer dans d'excellentes conditions. Le plan de relance va nous permettre aussi de pouvoir très simplement créer. Il y a beaucoup d'investissements dans le plan de relance et pratiquement 1,6 milliard sur des infrastructures de transport, des routes et des voies ferrées. Donc ça va créer bien sûr des emplois, mais il y a aussi toute une partie sur le soutien aux entreprises, sur le développement des entreprises, sur la transition écologique, et donc tout cela va être un facteur de dynamisation de notre région.
Moi, je suis frappée d'une chose, c'est qu'entre le moment où on décide et on signe des conventions, je suis frappée d'une chose. Moi, mon souci premier sera de le mettre en œuvre et qu'il soit mis en œuvre et effectivement exécuté. Parce que c'est un moment un peu compliqué de notre pays, mais assez historique d'avoir autant de fonds pour pouvoir faire redémarrer une économie. Donc je crois qu'il faut que nous soyons très sérieux et responsables avec tous les acteurs, bien entendu, que nous avons autour de nous, pour que ce plan de relance se déroule dans les meilleures conditions. Daniel, est-ce que vous avez quelque chose à nous évoquer pour toutes ces perspectives de relance? Alors les perspectives de relance, elles sont excellentes, puisqu'on a eu une enquête. Voilà, on est dans un contexte sanitaire encore préoccupant, hein, Geneviève. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la reprise économique en Nouvelle-Aquitaine est effective. Donc mercredi dernier, il y a une enquête qui est parue, très importante, ce qu'on appelle l'enquête annuelle BMO, Besoin main-d'œuvre, qui a recensé les intentions d'embauche des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. 297 000 projets de recrutement en 2021. C'est plus 15% par rapport à 2019. C'est la progression la plus importante de toutes les régions de France. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est que pour la moitié de ces intentions d'embauche, c'est des entreprises de moins de 10 salariés, les TPE, qui ont intention de recruter. Alors et Geneviève le mentionnait tout à l'heure, sans surprise, on retrouve les filières de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture, de la santé, qui arrivent dans les premières positions. Et aussi, également, et ça va être un point de vigilance et une des politiques fortes de la région, 52% de ces employeurs, de ces recruteurs disent on juge que ces projets vont être difficiles à pourvoir. Pourquoi? Inadéquation entre les compétences des salariés, des demandeurs d'emploi et les postes proposés. Et dans les métiers les plus en tension que l'on retrouve, tu l'as mentionné Geneviève, on retrouve les aides-soignants, les infirmiers, toutes les cuisiniers, les aides à domicile, les aides ménagères. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, on ne va pas dire, entre nous, on est des gens responsables. La région a œuvré dans le cadre de la formation professionnelle, mais elle peut et elle doit mieux faire. Et justement, certes, on a des perspectives d'emploi, mais est-ce que les formations correspondent à ce que demandent les employeurs? Est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, la formation est vraiment adaptée aux entreprises, aux offres des entreprises? C'est un peu ce que disait Daniel, en définitive. Je voudrais rappeler que la formation professionnelle, c'est plus de 300 millions d'euros tous les ans à la région. Et moi, ce que je souhaite, rien qu'avec nos échanges, nos quelques échanges de la fin de la semaine dernière avec les employeurs, j'ai aussi rencontré des personnes qui travaillaient dans la formation justement et qui disaient mais ça ne fonctionne pas bien, nous n'avons pas, les dossiers n'avancent pas suffisamment rapidement, il y a des situations qui sont disparates et d'ailleurs Daniel en dira sûrement un mot. Ce que je souhaite moi c'est donner avoir un véritable audit. Un audit sur la structuration de la formation dans notre région et un audit aussi sur sa gouvernance en définitive, afin que nous puissions tout simplement, pas révolutionner les choses, il y a de très bons centres de formation, mais faire en sorte que ce domaine de la formation qui est assez... il n'est pas opaque, il est tellement complexe qu'il est difficile à appréhender. Il est complexe par sa diversité en définitive. Il faut que nous ayons vraiment une vision précise de la structuration et que, quand je dis nous, c'est les formateurs, c'est les employeurs et ce sont aussi ceux qui veulent bénéficier des formations, bien entendu. Une vision précise de la structuration de ces formations et ensuite vraiment il faut que nous allions vers la simplification, vers en définitive des réponses plus rapides, qu'une administration moins lourde et faire en sorte que nous ayons à la fois une adaptabilité et une agilité absolument indispensables à l'heure actuelle. Les métiers évoluent vite, les besoins de formation évolue aussi rapidement, très simplement parce qu'il y a une appétence à changer de métier aussi pour certains.
Et donc, il faut véritablement s'adapter aux demandes des employeurs, mais aussi aux besoins des salariés à former, et faire en sorte que les choses soient agiles, adaptables, et surtout que l'administration ne complexifie pas et ne retarde pas, comme on le voit souvent, ne retarde pas des formations pour certains salariés. Daniel va peut-être en dire un peu plus. Parce que... Oui, et on va parler cash aussi. Oui. Pour ceux qui connaissent un peu l'emploi, le PRF, le Programme Régional de Formation, oui, il doit être élaboré au plus près des territoires, Geneviève. Il ne doit pas être élaboré au niveau des tours de Bordeaux-Mériadec. C'est là où est le conseil régional. Hein. Oui, je pense, ouais. Et c'est là qu'on va y être très bientôt. Donc il doit être élaboré au plus près des territoires, avec les acteurs socio-économiques, avec les acteurs du service public de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, les chambres consulaires, Cap emploi, les élus, les collectivités locales, au plus près des territoires. Il y a 44 bassins d'emploi qui constituent la Nouvelle-Aquitaine. On était ensemble, il y a de ça quelques jours, à Royan. Le taux de chômage à Royan, c'est 10,9%. C'est malheureusement le record de Nouvelle-Aquitaine. Ce bassin, il peut diversifier en termes économiques. Il a surtout une très belle structuration de la filière touristique, café, hôtel, restaurant, discothèque. Et bien sûr, il a été touché de plein pied. Par contre, pas si loin que ça, à Cognac, le taux de chômage est de 8%. Voilà, on tient compte aussi de ces spécificités pour élaborer un programme régional de formation qui consiste en quoi, en fin de compte? À identifier des compétences des salariés, des demandeurs d'emploi, transférables vers les métiers d'avenir. Et c'est un des 3 triptyques du plan de relance, et entre autres, quelque chose qui nous tient à cœur, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé à Mont-de-Marsan à destination des jeunes, c'est-à-dire le plan Un jeune, une solution, à savoir orienter et former les demandeurs d'emploi vers les métiers d'avenir. On en a parlé, hein, transition écologique, les métiers du numérique, de la santé, du soin, du grand âge. Également, renforcer l'accompagnement des jeunes et des décrocheurs. Ils sont tout particulièrement touchés, hein, nos demandeurs d'emploi jeunes. Il y en a en tout 42 000 qui sont actuellement sans activité. C'est une augmentation de 6% annuelle. Mais cela, il faut bien sûr les accompagner de manière renforcée. Pôle emploi le fait avec ce qu'on appelle l'AIJ, hein, c'est-à-dire c'est un accompagnement intensif des jeunes, et la mission locale le fait aussi au niveau de la garantie jeune. Et enfin, soutenir, bien sûr, nos entreprises avec des contrats aidés qui permettent de les soutenir par rapport à leur croissance économique. 17 000 contrats aidés sont disponibles en 2021. Et ça, c'est le plan de relance. C'est les fameux, entre autres, 1,6 milliard d'euros mis à disposition des entreprises. Et moi, ce que je constate... Par l'État. Hein. Par l'État. Oui, par l'État. Par la région. Pas par la région. Et je constate, moi, en tant que professionnel, depuis de nombreuses années, malheureusement, que la région ne travaille pas assez avec les collectivités locales, avec les élus et avec la force de frappe de l'État. On voit que vous connaissez vraiment votre sujet, que vous êtes vraiment proche du terrain. Ouais. Non, mais ça permet de bien comprendre. Mais je rebondis sur ce que vous avez un peu évoqué tous les deux, c'est les métiers d'avenir. Et je voudrais notamment parler des difficultés des PME innovantes qui ont besoin d'être accompagnées. Est-ce que vous avez des perspectives pour leur venir en aide, pour accompagner ces innovations qui constituent finalement les métiers de demain? Bien, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il faut aider, bien sûr, les entreprises à grandir, à innover, à se développer, à grandir. Mais bien sûr, les entreprises ont besoin de personnes qualifiées et de tout niveau de qualification. Et vous voyez, moi je souhaite, et nous allons dans chaque département, autour des métiers nouveaux, créer des campus d'avenir, des campus de l'avenir, des campus tournés autour des nouveaux métiers, autour des métiers de l'environnement, je le disais, de la robotique, j'en parlais tout à l'heure, du numérique par exemple, afin que ces campus soient présents dans chaque département et que chaque jeune de chaque département puisse avoir accès à ces formations, qui sont des formations à la fois innovantes, qui seront des formations nécessaires pour les entreprises qui vont connaître elles aussi de vrais bouleversements et de vraies évolutions. Et la région doit être très très proactive dans ce domaine-là. Et bien entendu, bien souvent, il faudra allier cela aux voies de l'apprentissage qui sont des voies absolument exceptionnelles. Et je souhaite vraiment que la région, enfin que ma région,
pousse fort sur l'apprentissage. L'État a repris la main sur l'apprentissage parce que ça ne fonctionnait pas dans les régions. Nous avons maintenant, nous sommes arrivés à 500 000 apprentis en France, dans tout le pays récemment. Je crois que la région doit faire encore plus pour favoriser l'apprentissage et faire en sorte que nous puissions donner ces formations exceptionnelles à nos jeunes en particulier. Mais pas que, parce qu'il y a des personnes qui... vous savez, j'étais très fière, moi, ce matin. Je vais vous donner un exemple concret, qui n'a rien à voir avec des métiers d'avenir, d'ailleurs. Mais je suis descendue du train qui me ramenait de Paris, et puis je suis allée sur un marché à Bordeaux, en fait, parce que j'avais quelqu'un à voir. Et c'était un de mes fils qui faisait son premier marché, il est boucher. Et il faisait son premier marché dans cet endroit-là. Et si je vous raconte son histoire, il était étudiant dans une école d'ingénieur. Et puis un jour, il m'a dit, je veux changer de voie, je vais être boucher. Bon, très bien. Il arrivait au bout de ses études d'ingénieur, hein, je vais être boucher. Eh bien, très bien, eh bien, il a passé un CAP en candidature libre, il a trouvé un patron. Et ce sont véritablement des vies qui... Et nous aurons de plus en plus de jeunes qui auront des vies comme ça, qui évoluent, envie d'évoluer, pas forcément envie d'aller dans le chemin qu'ils avaient pris au départ, envie d'évoluer. Eh bien, voilà, il faut que la formation, elle s'adapte à ça. Et elle s'adapte aux employeurs, aux emplois nouveaux qui vont arriver, mais qu'elle s'adapte aussi aux jeunes et moins jeunes qui ont envie de mettre leur talent personnel au service d'autres métiers et d'autres enjeux. Et Geneviève, c'est vrai que cette campagne, elle est éreintante, parce que pour te suivre tout sur tes visites, là, c'est du costaud, on peut le dire, mais elle est passionnante. Voilà, ah oui, je peux vous le dire. Et vendredi, j'étais à Honte-Saintonge, voilà, Honte-Saintonge, avec des personnes qui me suivaient, et j'ai vu une pépite, une entreprise que j'aimerais te faire rencontrer lors des visites, qui s'appelle la GETAD, dont l'employeur, celui qui l'a créé, Bernard Hachez, un ingénieur agronome passionnant, voilà, a créé des solutions innovantes pour, en fin de compte, alternatives aux produits phytosanitaires. Voilà, il me disait tous les problèmes qu'il pouvait avoir pour breveter, 53 000 € le brevet, et comment peut-on aider ces entreprises qui innovent, c'est aussi leur permettre aussi au national et à l'international aussi, que la région soit à leur côté par rapport à ces croissances. Et ça me donne l'occasion aussi de répondre je vois passer les questions là, Christophe Pelé, que je connais tout particulièrement, il doit être à une vingtaine de questions, donc il va s'exciter si je ne réponds pas. C'est vrai que la région doit être aussi auprès des entreprises concernant les réponses au marché, aux appels d'offres, voilà, puisque des fois c'est trusté par les très grosses entreprises et qu'il y en a d'autres qui sont pas totalement armées pour répondre de manière efficace aux appels d'offres. Et là aussi, la région doit et sera avec toi à la tête, aux côtés des entreprises qui innovent. Comme l'a dit Daniel, on va maintenant passer aux questions des internautes qui nous écoutent tous. On est d'ailleurs 480 actuellement. Je vais commencer par une question de Pierre qui demande comment relancer l'économie après le Covid. Vaste question. Eh bien, d'abord, l'économie, elle ne va pas... tous les secteurs ne vont pas mal. Il y a des pans de l'économie qui vont bien. Ce qu'il nous faut, c'est soutenir et aider les secteurs qui sont en difficulté. Ce sont les secteurs dont nous parlions, du tourisme, des commerces de proximité, des commerces de bouche, des restaurants, bars, restaurants, enfin, sont en difficulté. Ils ont besoin de reprendre. Donc il faut véritablement que nous soyons des moteurs auprès d'eux pour qu'ils reprennent. Mais tous les pans de l'économie ne vont pas mal. Quand je vois les métiers du bâtiment, par exemple, qui actuellement ont beaucoup de commandes, des carnets de commandes qui vont loin, leur sujet, ce n'est pas tellement le travail, leur sujet, c'est les matières premières. Donc là, nous avons un enjeu qui est un enjeu majeur. Comment faire en sorte de sécuriser l'approvisionnement en matières premières? Ça dépasse notre seule région, parce que ce sont souvent des sujets nationaux, voire européens. Donc là, c'est un enjeu qui est majeur. Mais ensuite,
Pour le reste, je crois qu'il faut saisir ce moment, ce plan de relance et cette période pour opérer cette mutation de notre économie, c'est-à-dire aider les entreprises à se développer au travers, avec tous les valeurs, si vous voulez, je ne vais pas les détailler, mais de la transition écologique, que ce soit tout simplement sur l'énergie, que ce soit sur les économies d'énergie aussi, que ce soit sur les traitements de l'eau, que ce soit... Et puis également de pouvoir, en soutenant l'innovation et la recherche, créer de nouvelles valeurs ajoutées, c'est-à-dire que le traitement, tout ce qui est écologie et environnement, doit être une richesse. Mais une richesse au sens propre, au sens premier du terme, c'est-à-dire une richesse pour l'environnement, une richesse pour les entreprises qui se développent dans ce domaine-là, et une richesse pour les salariés qui travaillent dans ces entreprises avec des formations innovantes, et tout simplement voilà, une richesse pour notre région en général. Je crois que c'est un très bel enjeu. Donc nous devons véritablement travailler à cette transition. Les choses ne se feront pas en un jour, mais cet accompagnement doit être massif. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous avez des perspectives et que vous nous donnez confiance en l'avenir. Et justement, pour parler de confiance et d'envie, une question d'Élodie qui demande comment donner envie aux jeunes de s'implanter dans les territoires ruraux. C'est une bonne question. Tout simplement en faisant en sorte qu'il y ait des services, qu'ils puissent avoir accès à Internet déjà, qu'ils puissent avoir la téléphonie, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas dans une zone blanche et puis qu'ils n'aient pas un ordinateur où il faut pédaler sur un vélo pour avoir une bande passante. À l'heure actuelle, c'est déjà la moindre des choses. Il faut leur donner les possibilités d'avoir accès à des formations de qualité sur tous les territoires, d'avoir accès également aux études supérieures. Je crois beaucoup. Nous avons un monde universitaire, des universités qui sont exceptionnelles en Nouvelle-Aquitaine, avec plusieurs pôles universitaires. Bien sûr, Bordeaux qui est le pôle le plus important, mais nous avons aussi Pau et les pays de l'Adour. Nous avons également Limoges, nous avons Poitiers, nous avons La Rochelle. J'ai rencontré à La Rochelle un jeune étudiant qui était très très enthousiaste pour cette université, mais nous devons avoir là aussi une déconcentration des formations sur les villes moyennes afin de donner un accès aux études supérieures. Je donne des exemples plus simples pour les jeunes, parce que je pense que beaucoup ont envie de rester sur les territoires et justement, je suis frappée quand même, j'étais frappée appréhender ces chiffres, dans notre région, par rapport au national, à la France entière, nous avons autant de réussite au baccalauréat, mais moins de jeunes qui font des études supérieures. Ça pose quand même une question. Donc je pense véritablement que c'est l'accès à l'enseignement supérieur qui est aussi un facteur important, mais aussi l'accès à d'autres métiers. Qui doivent être alors vous avez un pan qui sera une urgence pour nous, c'est bien entendu les formations d'infirmiers, d'aides-soignants, d'aide à domicile et d'auxiliaires de vie, parce que tout simplement c'est le soutien aux personnes âgées sur tout le territoire, c'est aussi la santé et les hôpitaux, les cliniques, mais aussi les réseaux à domicile, qui ont besoin véritablement de ces professionnels de santé. Et là, nous savons que nous avons une urgence importante. Donc voilà, développer dans les territoires, au plus près, et la diversité des formations. Et ça, c'est un enjeu majeur pour aussi donner envie aux jeunes de créer. Après, il faut bien entendu créer une dynamique culturelle importante, une dynamique sportive, et puis ou aider ces dynamiques territoriales, mais avec les élus locaux, font un travail formidable dans tous les territoires pour, comme ils le disent souvent, donner de la vie ou garder de la vie dans nos villages ou dans nos petites villes. Donc je crois qu'il faut véritablement aider à cet aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ce ne sont pas que des routes et des trains. L'aménagement du territoire,
c'est aussi soutenir l'emploi qui se développe pour que l'emploi se développe dans ces territoires, c'est soutenir la formation, les formations, la diversité des formations, c'est soutenir la culture, le sport, voilà, c'est soutenir véritablement la vie, en définitive, la vie quotidienne dans ces territoires. La difficulté des jeunes, c'est la mobilité, bien souvent. Voilà. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup de freins, donc il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir se déplacer. Et en cela, il faudra que nous soyons innovants, à mon sens aussi. Dans votre réponse, vous avez parlé de favoriser l'accès aux métiers et aux formations, et ça me fait penser à une question du chat qui demande comment favoriser l'égalité homme-femme dans les métiers, comment créer de la mixité au sein du monde du travail? Une très bonne question. Bon, on voit bien qu'il y a souvent des métiers genrés, en définitive. Et moi, il y a des métiers genrés parce que c'est historique, peut-être, parce que c'est aussi peut-être plus, je ne sais pas, c'est peut-être le côté, la personnalité de certains. Par exemple, pourquoi majoritairement les filles sont dans les métiers sociaux? Pourquoi majoritairement les garçons sont dans des écoles d'ingénieurs ou les métiers technologiques? Moi je le dis et je le vois d'ailleurs rien que dans le ministère où je suis, nous avons besoin des femmes à tous les postes, dans tous les métiers. Et je voudrais vraiment encourager la féminisation des études scientifiques et technologiques, parce que voilà, nous en avons besoin. Et de l'autre côté aussi, eh bien peut-être masculiniser certains métiers qui sont plus à tendance féminine, pardon, je ne savais plus si je mettais un E ou pas. Très simplement parce que je crois que c'est cet équilibre aussi. On a besoin d'hommes et on a besoin de femmes partout. Parce qu'il me semble que le milieu, l'atmosphère dans le travail n'est pas le même avec la mixité. Voilà, moi je crois que la mixité enrichit. Oui, la mixité enrichit. Il y a des efforts qui ont été faits par les filières. Hein. Ouais. Tu mentionnais tout à l'heure le bâtiment, la filière du bâtiment, du BTP. Et l'égalité homme-femme, on la travaille aussi en donnant la connaissance sur le marché du travail, sur les métiers, travailler sur l'attractivité des métiers et de dire aux jeunes filles et même à tous les jeunes qui sont très attachés à leur terroir, il y a du travail au plus près. Mais déjà, il faut là orienter ces jeunes-là. Il y a tout un travail à faire, je pense, au niveau des lycées, collèges qui ne sont pas de la dépendance de la région, mais des lycées sur l'orientation pour leur dire, voilà, il y a des travails qui pendant de très longues années ont été trop dénigrés, du travail manuel, et qui sont au plus près des territoires, au plus près des terroirs, et avec des perspectives de recrutement très importantes. Le bâtiment en fait partie, et ils ont fait, la CAPEB, la FFB, ont fait d'énormes efforts pour féminiser leur métier. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a besoin des filles et des garçons. On est d'accord sur ce point-là. Je rebondis du coup sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les freins que peuvent rencontrer les jeunes. Et on voulait parler de la mobilité. C'est un internaute Facebook qui nous pose cette question. Comment lever ces freins à la mobilité, notamment dans les territoires ruraux, mais partout ailleurs? Déjà, la mobilité, vous voyez les sujets. Nous, quand je parle d'aménagement du territoire, je dis très simplement qu'il faut relier les villes moyennes entre elles, par tout moyen, que ce soit des routes ou que ce soit des lignes de chemin de fer qui sont existantes, hein, mais qu'il faut rénover. Il y a des grands plans de rénovation, des lignes de desserte fine dans la région. Donc, développer le train, développer les transports en commun, bien entendu. Et puis, il y a des endroits où il n'y a pas de transport en commun. On peut chercher. Je crois que dans ces endroits-là, eh bien, il faut aider par des actions plus spécifiques à un territoire qui n'aurait pas les facilités de pouvoir développer des transports en commun. Tout cela, alors, bien sûr, il y a le permis de conduire chez les jeunes, hein, mais qui est souvent assez accompagné. Et bien sûr, il y a après l'acquisition d'un véhicule et l'aide à pouvoir honorer ses factures d'assurance. Donc,
Tout cela est un vrai sujet. Je pense, moi, il est nécessaire de travailler tous ces sujets, en fait, bassin de vie par bassin de vie, territoire par territoire. Et c'est ce que je souhaite dans cette gouvernance de la région. Ce que je souhaite mettre en œuvre, c'est véritablement la région qui vient en proximité travailler avec les élus locaux, avec les conseils départementaux, avec l'État bien sûr, pour juger des meilleures adaptations, aides, soutiens à mettre en œuvre en fonction du territoire. C'est-à-dire prendre une mesure générale, quelquefois n'est pas du tout adaptée à des territoires particuliers. Je crois que là aussi, il faut que nous fassions preuve d'une grande souplesse, d'une grande adaptabilité et surtout d'une vraie proximité. Bien connaître un territoire, juger des politiques les plus pertinentes avec les élus locaux de ce territoire. Je dois dire que voilà, c'est comme ça que nous ferons. C'est quelque chose qui demandera une organisation différente, du temps différent, un investissement de tous les conseillers régionaux total au service de leur département. Mais je crois beaucoup à ces politiques différenciées. La mobilité, tu l'as indiqué, la mobilité à la fois géographique et professionnelle, c'est vraiment une thématique qui est vraiment très importante à travailler prioritairement. Ce beau département des Landes que j'ai quitté il y a de ça 7 ans a mis en place entre autres des garages solidaires. C'est des structures de l'insertion par l'économique, dont un qui était à Ponton-sur-Adour, voilà, et les garages solidaires, c'est vraiment ils font des boulots formidables, c'est-à-dire en réparant et en mettant en location des voitures, des véhicules, des scooters auprès des gens les plus fragilisés. Et là aussi, la région doit être à leur côté pour les soutenir, puisque là, vraiment, ça fait partie des solutions à ce qu'on appelle, nous, dans l'emploi, aux freins périphériques. Ouais. C'est très intéressant l'exemple que vous nous donnez, Daniel. Je vais maintenant revenir sur une question de Sophie sur Facebook qui dit que sa mère est commerçante et que malheureusement, elle se met à mettre la clé sous la porte. En tant que présidente de région, comment vous pourriez l'aider? Est-ce que vous en sentez capable? Écoutez, oui, il faudra que nous ayons un fonds pour aider ceux qui sont en difficulté. Après, les commerçants ont eu accès au fonds de garantie pendant toute la période. 1,6 milliard a été mis en œuvre, ce fonds de garantie, sur l'ensemble de la région et bien entendu les chômages partiels pour ceux qui avaient des salariés. Mais certainement que, enfin, je veux dire, pour certains, ce n'est peut-être pas suffisant parce qu'il y a des trous dans la raquette. On voit ces trous dans la raquette régulièrement, des cas particuliers en définitive qui ne font pas partie d'un cadre général. Oui, il faut que nous venions en soutien et rapidement, je débloquerai un fonds spécifique pour toutes ces professions qui sont en difficulté pour redémarrer. En fait, il faut leur permettre de redémarrer. Merci pour vous en tout cas. Et je vois pas mal de questions passer sur le live et sur le chat qui font référence à l'emploi des seniors et aux difficultés justement de les embaucher, avec les entreprises qui sont un peu frileuses à les embaucher. Vous pensez qu'il y a des solutions? Écoutez, moi, je vais vous dire, je veux que se développe, je souhaiterais, pardon, parce que si je veux, ça fait très autoritaire, je souhaiterais que se développe dans cette région le mentorat et le tutorat. Mais de façon vraiment pour la jeunesse, de façon vraiment massive. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont certainement, qui sont près de la retraite, qui n'ont parlé du travail des seniors, c'est ça, hein, voire même des retraités qui souhaitent conserver une activité professionnelle, qui ont des compétences inestimables, et bien qu'ils puissent également aider la jeunesse dans leur formation, dans sa formation, et aider la jeunesse à pouvoir justement acquérir toutes ces compétences qui sont à la fois des compétences techniques quelquefois, humaines d'autres fois. Et donc le tutorat et le mentorat, bien souvent, quelquefois on dit, c'est bon, par exemple, c'est des jeunes qui aident d'autres jeunes plus jeunes. Ça, il faut par exemple, des étudiants qui
peuvent tutorer des lycéens ou des étudiants de 5e année qui tutorent des étudiants de première année, de 2e année. Mais je pense qu'à tous les niveaux de formation, eh bien, développer ce mentorat et ce tutorat, et je pense vraiment que ce sera une bonne perspective. Ensuite, bien entendu, il y a des freins à l'emploi pour les seniors. Je le regrette. Enfin, les freins à l'emploi, ils ont des compétences. Je ne vois d'ailleurs pas quels sont les freins, puisque tellement d'entreprises n'arrivent pas à recruter, parce qu'il n'y a pas les compétences dans les domaines. Donc voilà, je crois qu'il faut que nous analysions tout cela dans justement l'audit général que je souhaite sur les formations. Mais s'il faut recommencer une petite formation à 60 ans, je suis persuadée que beaucoup de seniors seront partants pour s'adapter aux nouvelles technologies, pour s'adapter. Ils sont très dynamiques, les seniors. 81 000 demandeurs d'emploi sont seniors actuellement dans la région. Et ils ont des compétences. C'est une mine de compétences. Entre autres, et tu l'as entendu aussi à Royan, Geneviève, les employeurs sont de plus en plus demandeurs de compétences de savoir-être. Oui. De savoir-être. Ils ont dit, oui, le mouton en 5 pattes, on ne le trouve plus. Donc maintenant, ce qu'on a envie de faire, on est prêt à former les demandeurs d'emploi, les salariés, dont les seniors. Et ce qui est très important par contre, c'est des personnes, des seniors entre autres, qui ont de belles qualités, des qualités d'adaptation, de travail en équipe, des choses de ponctualité, voilà, tout ce qu'a mené en fin de compte une expérience, une vie, quoi, qui fait que, je suis bien d'accord avec toi, des freins, il y a quelques freins périphériques, je crois plutôt que c'est des représentations des employeurs par rapport aux seniors qu'il faut lever. Et les 2 outils que tu as mentionnés, les 2 pistes, tutorat, mentorat, voilà, là, c'est du sérieux et on doit y aller là-dedans. Vous misez donc sur la formation et le lien intergénérationnel, je pense que c'est très positif. Maintenant, une question de Nicolas qui demande comment créer des emplois en lien avec l'écologie. D'abord, ce n'est pas la région qui crée les emplois. Je vais mettre, on va être très clair, ce n'est pas la région qui crée des emplois, ce sont les entrepreneurs et ceux qu'ils développent. Mais la région est au soutien des entreprises et des entrepreneurs qui créent de l'emploi. Voilà. Donc c'est vrai. Et la région fait des formations pour avoir justement des personnes, une employabilité, c'est pas joli ce mot, mais faire en sorte que ceux qui recherchent un emploi puissent avoir les compétences. Dans la transition écologique, moi je veux porter un secteur très fort, par exemple, qui est le traitement des déchets. Je veux que la région Nouvelle-Aquitaine, ça fait 2 fois que je dis je veux. Je souhaiterais que la région Nouvelle-Aquitaine soit une région leader, je dis bien leader, dans le traitement des déchets. C'est-à-dire qu'un déchet devienne une ressource pour quelqu'un d'autre. Et donc nous avons, alors il y a plusieurs niveaux dans ces évolutions. Il y a déjà du travail considérable qui est réalisé dans le domaine, mais il faut continuer la recherche, continuer à soutenir l'innovation dans le domaine, continuer à soutenir le transfert de technologies et bien sûr l'éclosion des entreprises. Et nous aurons, avec l'économie circulaire, nous aurons, à mon sens, une mine d'emplois possible. Deuxième secteur, c'est bien sûr, par exemple, tout ce qui est énergie. C'est-à-dire l'hydrogène, déploiement de l'hydrogène, là aussi, recherche, innovation, développement et mise en œuvre. Tous les secteurs des énergies renouvelables que sont le biogaz, tout ça est vecteur d'emploi. La méthanisation, le biogaz, différents process, tout ça c'est vecteur d'emploi. Le numérique, c'est un emploi absolument, ce sont des milliers d'emplois. Et je souhaite véritablement, moi par contre, ça c'est du domaine de la région, structurer une filière forte, très forte dans la robotique. Parce que la robotique, c'est l'avenir partout. Et pour créer une filière
très forte dans la robotique, je souhaiterais que la région Nouvelle-Aquitaine devienne la région française et européenne de la robotique. Nous avons quelques pépites dans la région, nous avons un écosystème favorable, nous avons des universités qui sont formidables. À nous de structurer avec tous ces partenaires, de structurer cette filière. Donc un lycée de la robotique, des enseignements de la robotique largement développés dans tous les lycées, des campus spécialisés, spécifiques, et un vrai soutien aux entreprises, de la start-up jusqu'au développement. La robotique, c'est du numérique, c'est de la cybersécurité, c'est de la technologie, ça peut être de la mécanique pour certains. Enfin, il y a beaucoup de métiers dans ce domaine-là, de tout niveau. Et je crois vraiment que nous avons une opportunité importante. Il n'y a pas de région française très spécialisée dans ce domaine-là. Nous avons une opportunité importante de pouvoir développer ce secteur de façon très dynamique, et ça, ce sera source d'emplois très diversifiés et de grandes richesses humaines et puis de grande fierté pour notre région Nouvelle-Aquitaine. Le temps passe vite, mais je dois déjà passer à la dernière question d'Antoine qui nous demande comment aider les jeunes à se loger en Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir accéder à l'emploi. Ben voilà, la mobilité, le logement. Nous avons, alors il y a déjà le logement étudiant, hein, qui c'est pas l'emploi, mais il faut que nous redonnions un coup de booster sur le logement étudiant, bien entendu. Et puis le logement des jeunes, alors développer toute solution, que ce soit les auberges de jeunesse, que ce soit développer toute solution pour pouvoir aider les jeunes. Moi, il y a un sujet dans le logement en particulier que je connais bien et qui est un vrai sujet dans une région touristique, c'est le logement des saisonniers, enfin touristiques et agricoles. Parce qu'il y a beaucoup de saisonniers dans notre région, dans le domaine touristique, l'été en particulier, l'hiver à la montagne, parce que nous avons la mer et la montagne, et nous avons aussi une région, la première région agricole de France, qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et souvent de la main-d'œuvre saisonnière. Donc là, nous avons là aussi un enjeu de développer, d'aider à développer les logements pour ces emplois saisonniers, sachant que là aussi, c'est au plus près des terrains, en fonction des besoins des territoires. Et donc tout ça doit se construire pas patiemment, rapidement, parce qu'il faut trouver des solutions, doit se construire bien sûr au plus près de chaque bassin d'emploi et de chaque territoire. À ajouter quelque chose? Oula. Je plaisante. Allez, c'est entre nous pour rire. Formation professionnelle qui me tient beaucoup à cœur, Geneviève. Vraiment très rapidement. Un accès simplifié à cette formation, c'est beaucoup trop complexe. Deuxièmement, des formations qui sont élaborées au plus près du terrain des 44 bassins d'emploi. Un diagnostic partagé aussi. On partira sur un diagnostic partagé, bassin par bassin. Et en fin de compte, auprès de ces bassins d'emploi, vraiment une présence très importante de la région qui pilotera tous les acteurs socio-économiques pour faire une formation efficace, efficiente et au profit bien sûr de l'emploi des Néo-Aquitains. Il est bien, hein? Il maîtrise. Merci Daniel. J'avais 10 dernières questions, on va faire une petite exception. Répondez rapidement. Comment mobiliser les électeurs? C'est un vrai sujet. Moi, je voudrais les convaincre d'abord que c'est une élection importante qui touche à leur vie du quotidien. Et ça, ils l'ont bien compris. Le travail, l'emploi, la mobilité, se déplacer, la transition écologique pour leur environnement et puis leur santé. Je parle souvent de l'eau, j'en ai pas parlé ce soir, c'était pas le sujet, mais voilà, comment ouvrir un robinet et avoir de l'eau toute l'année, de l'eau bonne et potable. Voilà, la région, c'est la vie quotidienne et c'est aussi un soutien indéfectible à la jeunesse. Je le dis souvent à nos jeunes, des jeunes de chaque famille. C'est la région qui a la compétence jeunesse. Et je le dis souvent, je souhaite que la région soit la marraine de chaque jeune, c'est-à-dire l'accompagne depuis
voilà, dès l'orientation et l'accompagne jusqu'à son autonomie complète. Donc voilà, la région, c'est en fait le quotidien. Donc comment les mobiliser? En leur disant que c'est important pour eux, c'est important pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, que c'est important pour leur vie quotidienne, que pour moi l'enjeu c'est de vivre mieux partout. Et puis voilà, que c'est important aussi parce que je pense qu'il faut changer de gouvernance dans la région, à la région. Si je me présente, c'est parce que voilà, le président actuel est là depuis très longtemps, 24 ans, qu'il me semble qu'il faut changer de dynamique, changer d'équipe, changer d'orientation aussi. Et c'est le moment d'aller voter si, voilà, pour nous aider. Hein, Daniel, on a besoin d'aide. Hein, pour nous aider, nous sommes responsables, nous avons un beau projet, nous sommes, comment dire, motivés, hein, dynamiques. Passionnés. Passionnés. On a pu le voir ce soir. Très bon mot. Donc en définitive, eh bien, voilà, on a besoin de vous, je voudrais dire, personnes qui sont de l'autre côté, nous avons besoin de vous et dites autour de vous surtout qu'il faut aller voter parce que ce sont des temps démocratiques. Et la démocratie, elle est souvent malmenée dans ce pays. Elle devient de plus en plus malmenée. Je suis assez inquiète de tout cela. Et quand on va voter, eh bien, on participe à la démocratie et les personnes qui sont élues eh bien, sont parfaitement légitimes à mener les affaires, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc voilà, allez voter, faites voter, et puis après vous aurez des bons élus dans la région. Il est temps de conclure. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui étaient présentes avec nous dans le chat et qui ont interagi avec nous toute la soirée, mais aussi ceux qui étaient présents sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci à vous Daniel, merci Geneviève. Je vais vous laisser tous les deux le mot de la fin. D'abord Daniel et ensuite Geneviève. Traditionnellement, vous finirez le live. Bon, moi je vais faire très simple. 2 semaines déjà passionnantes, je reviens sur ça, au plus près du terrain, voilà, des Néo-Aquitains, avec à la tête de cette liste, voilà, Geneviève Darrieussecq, qui va être une présidente de région redoutable, voilà, redoutable d'efficacité, et c'est un honneur pour nous, les têtes de liste, tous les colistiers, voilà, qui l'accompagnent dans cette belle aventure, et bien voilà, de continuer et de gagner. L'union fait la région. C'est à moi? Oui, Geneviève, bon, c'est à toi. Merci Daniel, je rougis. Je suis une femme simple, droite, directe et franche, et loyale. Donc, effectivement, voilà, nous avons passé une très bonne soirée. Ces lives sont toujours passionnants. Je sais qu'on ne répond pas à toutes les questions. Je sais que voilà, certains sont frustrés parce qu'on n'avons pas répondu à ces questions. Bon, ils vont lire notre projet, ils vont se rendre compte qu'on amène des réponses. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre fidélité et à toutes pour votre fidélité. Et je vous dis à dimanche prochain où nous aurons encore, voilà, nous vous réserverons des surprises chaque fois. À dimanche. Pardon? J'ai dit on n'en doute pas que de prochaines surprises arrivent. De surprise en surprise. À dimanche prochain et bonne semaine à toutes et tous.